Salut, c'est Sofiane et aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est un bot de trading. Alors, tu vas le voir, on va d'abord faire dans une première partie de la vidéo une explication un peu technique sur l'algorithme et sur la stratégie de trading qu'on va mettre en place. Ça ne sera pas quelque chose de complexe, rien dans cette vidéo n'est incitatif, rien dans cette vidéo n'est un conseil pour te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire si tu veux trader du Bitcoin. On va juste prendre des principes généraux, on va montrer avec le code comment ça marche et on va voir comment on peut mettre en place une stratégie avec du code pour pouvoir justement, en fonction de certains indices boursiers, de certains indices et certaines stratégies de trading, on va pouvoir agir et on va pouvoir faire que notre bot prenne des décisions à notre place avec une API qui est l'API Binance, l'API de Binance, et on va justement passer à la pratique tout de suite. Ok, donc là on se retrouve sur mon écran directement et sur mon écran ce qu'on voit c'est le trading view, donc le graphique du Bitcoin en ce moment. Alors on va commencer juste par tracer quelques droites qui vont être intéressantes pour nous. C'est des lignes, ça c'est pas des lignes qu'on va appeler lignes de support, c'est des lignes de tendance. On voit qu'il y a une tendance là à la baisse. On voit que cette ligne de tendance ici, ça reste quand même une ligne de support dans le sens où à chaque fois que ça touche, ça redescend, et à chaque fois que ça touche, ça redescend, à chaque fois que ça touche, ça redescend. Donc on peut s'attendre à ce que quand cette ligne elle soit cassée, il se passe quelque chose de nouveau sur le marché. On a aussi des lignes ici de support qu'on peut voir assez rapidement, à peu près autour de la barre des 50. Hop, on va mettre ça dans une autre couleur, on va mettre ça par exemple en rouge. On va avoir aussi une ligne ici. Voilà, il y a une tendance ici. Alors c'est celle-là qui, justement, si vous suivez un peu le Bitcoin en ce moment, vous pouvez voir qu'elle a été cassée. C'est celle qui est autour des 40, voire même un peu plus bas. On peut la descendre un peu. Bon, c'est pas quelque chose de précis, mais en gros, ça nous donne des tendances. On voit que ici, ça a joué un peu entre les 40 et les 50 pendant un moment avant de passer à la hausse, puis on revient et là, ça passe à la baisse. Ici, j'aime bien moi avoir cet indicateur que j'ai mis qui est l'indicateur des volumes. Donc on voit les volumes d'échange. En général, quand il y a des volumes très importants, on va voir une tendance à faire quelque chose qui est très importante, soit une tendance à la baisse, soit une tendance à la hausse. Là on le voit par exemple. Alors pour ceux qui ne comprennent pas les bougies, c'est assez simple, hein. On va zoomer un peu, on va aller voir comment ça se passe sur les bougies. Les bougies en fait, là je les ai mises en journalière. Alors on peut modifier ça, hein, on peut le mettre en secondes, en minutes, etc. Mais là, on ne fait pas du trading agressif. Donc on va rester sur une journée. Là, en fait, la bougie indique une journée et l'évolution du prix qu'il y a eu dans la journée. Donc au début de la journée, c'était un tarif. Et donc le Bitcoin était en dollars à un tarif. Donc un Bitcoin valait 40 000 par exemple à l'entrée de la journée. Puis en fait, il y a eu des oscillations. Ces oscillations ont été entre deux différents prix et les mèches, on appelle ça les mèches de la bougie, c'est les prix maximum que ça a atteint. Donc il y a des prix de clôture et des prix maximum et des prix minimum. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des indicateurs techniques qu'on va pouvoir mettre, qui vont pouvoir nous montrer à quel moment est-ce que il est judicieux d'acheter ou pas. Alors il y a deux indicateurs techniques intéressant. Alors, pour l'instant, je dis deux indicateurs, mais en réalité, on va en utiliser un seul. L'indicateur technique qu'on va utiliser, donc on va dans indicateur, ça va être la moyenne mobile. C'est un indicateur classique. Et cette moyenne mobile, en fait, c'est une moyenne qui va suivre la tendance du marché, mais elle va le suivre avec un décalage. Un décalage de... alors ce décalage, on peut le paramétrer ici. Et ce paramètre, on peut le mettre en général à 9 ou à 20. En général, quand la moyenne mobile de 9 et de 20 se croisent, il peut se passer quelque chose de très intéressant à la hausse ou à la baisse. Je montre ça de suite. Alors, je vais rajouter au niveau de l'indicateur, donc ici, la moyenne mobile. Hop, on va la mettre, celle-ci. Alors on en a une ici à 9 et on a celle-ci qui est qu'on va mettre ici à 20. Voilà. En ayant ces deux moyennes mobiles là, on peut avoir des croisements qui se font et lorsqu'il y a ces croisements, c'est les moments qu'on peut juger judicieux pour faire une action.
Alors par exemple, là j'ai un graphique sur l'Ethereum où j'ai deux moyennes mobiles 9 et 20. On était sur le Bitcoin, mais c'est exactement la même chose un peu partout. On le voit, si je regarde les points de croisement des moyennes mobiles, et ben en fait je vais pouvoir avoir, par exemple ici, j'achète parce qu'il y a un croisement des deux moyennes mobiles, c'est-à-dire qu'il y a une tendance du prix à monter. Et une fois qu'il est en haut, il baisse. Et quand les deux moyennes mobiles vont se croiser, donc forcément elles vont se croiser avec un peu de retard par rapport à la baisse ou par rapport à la hausse, puisque c'est des moyennes qui ont un léger retard. Mais ces légers retards, en fait, vont créer un moment ici qui, si ça se croise, en fait, eh ben, on va dire, on ne prend pas le risque. Bon, après, on peut ajouter plein de choses, hein, des stop loss. On peut ajouter beaucoup de paramètres techniques, mais nous, on va rester dans quelque chose de simple. Ici, si ça se croise, on va dire, bah, ok, puisque c'est en baisse, je vais vendre. Et on voit bien que ici, c'est judicieux de vendre parce que ça descend. Après, le fait est que c'est remonté, et ici, je rachète. Alors, on pourrait me dire, ouais, mais là, tu vas avoir deux droites entre la hausse et la baisse. Et la problématique, c'est qu'entre la hausse et la baisse, oula, elle est pas bonne cette droite. On pourrait donc me dire ici qu'entre la hausse et la baisse, ce qui va se passer, c'est que entre ces deux points-là, je vais avoir une différence. Et cette différence, donc si ici je vends mon Ethereum et que là je le rachète, et qu'ensuite là, hop, j'ai une autre fois un croisement des moyennes et là je vais le revendre. Ce qui va se passer, c'est que entre les deux achats et ventes, il n'y a pas une somme assez intéressante pour couvrir le spread. Le spread, en fait, c'est la taxe, en quelque sorte, que prend la plateforme d'échange sur une transaction. Alors, c'est possible que là, le spread, ce ne soit pas avantageux. Par contre, la logique veut que pour apprendre à gagner, ben, il faut aussi perdre parfois. Donc, ok, là, on perd, mais ça sera toujours un moindre mal par rapport à ce qu'on aura gagné du point ici, donc du point qui est au... Hop, on va partir, on va tracer une droite pour que ce soit un peu plus explicite. Du point qui est au 3000, pardon, entre le Bitcoin et l'Ethereum, au 3150, et celui qui est là-haut au 4500. Donc en fait, le gain que j'aurais fait ici, même si après j'ai une perte derrière, ça va couvrir un peu, ça va couvrir même pas mal, les gains vont couvrir la perte que j'aurais pu avoir. Cette stratégie-là est une stratégie, on va dire, de bon père de famille, où il n'y a pas trop de risques et c'est pas trop agressif. Et ça se regardait, par exemple, ici, là, on a deux croisements à 3900, donc à peu près autour des 4000, et ça va baisser. Et ce qui va se passer, c'est que ça baisse très fort et ça remonte. L'avantage d'avoir les moyennes mobiles, c'est que tant que les moyennes mobiles ne se croisent pas, en fait, mon bot, il va pas faire ici une revente. Alors, on pourrait dire oui, mais si je prends des décisions entre-temps, je pourrais gagner plus. Oui, mais l'avantage, c'est que le bot, lui, il n'est pas émotionnellement atteint. Donc, il va pas être émotionnellement atteint par cette hausse-là. La hausse qu'on a ici, je la mets ici, hop. Voilà, comme ça. La hausse qu'on a ici, on pourrait partir sur quelque chose en disant oui, là j'ai une hausse, je vais mettre d'une autre couleur, en vert, voilà. Oh non, c'est pas très visible, allez, on va le mettre en orange. Cette hausse, je pourrais me dire, là ça part sur une hausse, ça y est, ça c'est c'est un nouveau support, et regardez comment ça tombe d'un seul coup. Donc en fait, le bot, lui, il n'est pas émotionnellement, il ne prend pas des décisions émotionnelles. Et c'est ça l'avantage du bot. Donc on va faire pareil sur le Bitcoin ici. On va faire le même type d'analyse. Donc on va avoir ici une tendance qui est baissière en ce moment. Hein, si vous suivez un peu le marché, elle est clairement baissière. Et donc une fois qu'on a ici nos tendances à la baisse qui sont très visibles, on va regarder un peu, en prenant la moyenne de 9 et la moyenne de 20, est-ce que c'est judicieux sur une journée? Alors j'ai déjà fait le travail, dans le sens où si je vous propose un graphique journalier, c'est parce que c'est très visible sur le graphique journalier, ça l'est peut-être moins si on prenait par exemple sur 30 minutes. Là pour le coup, hop, alors il va falloir peut-être... Voilà.
Là, il y a beaucoup plus de croisements sur des différences de prix qui sont beaucoup plus petites. Et donc, en fait, ça couvrira moins le spread. Encore une fois, nous, on va préférer partir sur du journalier parce que sur du journalier, voilà, ça c'est moche. Sur du journalier, ça va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus explicite. Ok, donc maintenant qu'on a un peu cette théorie, et si on passait au code? Ok, alors comme d'habitude, on a fait un fichier que j'ai appelé touch.py, donc c'est un fichier, voilà, un premier fichier que je crée, dans lequel en fait ce que je vais faire, bon, tout d'abord je vais vérifier que mes lignes de commande marchent, donc on va printer un petit hello, donc on sauvegarde, on fait un python de touch.py, et on lance ça, il nous dit bien hello, ok. Donc, pour ceux qui aimeraient avoir plus de précision sur tout ça, sur, on va dire, le Python et la manière dont marche le Python, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet sur apprendre à coder en Python. Ok, donc on passe, nous, directement à ce qui nous intéresse au niveau du code pour pouvoir faire notre bot. Alors, j'ai un petit code à côté, là, sur lequel je vais me baser pour pas que ce soit un peu trop, voilà, que ce soit assez dynamique quand même si c'est une vidéo tuto, que ce soit assez dynamique pour vous. Donc ici, j'ai plusieurs librairies que je vais importer. La première des librairies, et celle-là, vous êtes familier avec théoriquement, c'est la librairie pour faire des appels HTTP à l'API Binance. Donc, comme on n'a pas besoin de faire des appels puisqu'on est sur du journalier très fréquent, on va passer par une API Binance sans prendre de version payante ou ni quoi que ce soit. On va aller taper directement sur l'API Binance à intervalles assez espacés pour pas aller pour pas être tombé dans le rate limit et devoir être soit banni, soit blacklisté au niveau des IP, soit voilà, on n'aura pas de problématique parce qu'on ne fait pas un truc agressif encore une fois. Donc on va commencer par importer notre librairie request, c'est celle que j'utilise moi pour faire des appels HTTP, j'y suis habitué, je l'aime bien, il y en a d'autres, c'est comme ça. L'URL donc de l'API, ça va être donc du HTTPS, et l'API c'est donc api.binance.com/API. La V3, c'est l'API V3, et on va chercher ici les clients. Les clients en fait c'est les bougies. C'est les bougies donc dont on a parlé. Et en fait, on va voir ça en faisant ici directement un appel via le navigateur à cette URL. Et on voit ici que donc il y a un paramètre symbole qui n'a pas été envoyé. Mais si on lui envoie un symbole, on va construire notre requête. Si on lui envoie le symbole, il va nous renvoyer en fait les bougies du symbole donné. Donc nous, ce qu'on va vouloir, c'est du BTC USD dans un premier temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre l'URL ici, le symbole, ça va être le BTC, on va mettre BTC USD. Donc on va savoir combien en USD, en dollars américains, vaut le Bitcoin. Donc un Bitcoin vaut tant de dollars américains. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner aussi une intervalle. Cet intervalle, alors je vous renvoie à la documentation, mais elle va être de une journée, elle s'écrit comme ça. Et une fois qu'on a cet intervalle, on va lui donner aussi quelle est donc la période de temps que l'on veut. Donc la période de temps que l'on veut, moi j'aimerais l'avoir sur les 30 derniers jours. Pour avoir les 30 derniers jours, en fait ce que je vais faire, donc on va appeler ça par exemple my date, allez hop. Donc voilà, my date, en fait je vais prendre donc mon datetime.now. Alors là il va me dire ouais mais datetime je connais pas, donc il faut que j'importe la librairie de date de Python, datetime, moins donc maintenant, moins mon intervalle. Et mon intervalle, en fait, c'est... On va utiliser aussi le time delta de Python. Oui, c'est bon, time delta. Et on va mettre 30 jours. Forcément, time delta aussi, il ne connaît pas. Et l'import de time delta se fait exactement pareil, je crois. D'accord, mais on va importer... Alors...
on va faire from date time. On va importer datetime et time delta. Cet intervalle-là, en fait, il va falloir que donc j'ai une date. On comprend bien que je prends la date de maintenant et je prends cette date de il y a 30 jours. J'ai fait un intervalle de 30 jours. Mais en fait, pour pouvoir l'envoyer à l'URL, pour faire cet appel API, il faut que je convertisse ça dans un format en fait de date en chiffrage, en timestamp. Donc en fait, pour pouvoir faire ça, je vais faire une date de début, donc en timestamp à partir de my date, et je vais faire aussi une date de fin. Donc on va faire une date start tout simplement, et on va faire aussi une date end ici. Donc comme ça, je vais avoir mes deux dates et je vais pouvoir avoir mes données sur un intervalle entre ces deux dates. Alors pour faire ça, je vais devoir d'abord caster ma last date ici, ma date ici. Hop, je vais la prendre, je vais la mettre en timestamp. Oui, c'est bon, j'ai pas fait de faute. Et je vais le multiplier par 1000 pour que ce soit au bon format. Bon, alors vous prenez pas trop la tête, vous pouvez aller voir ça dans la doc comment ça marche. Mais en gros, je vais faire ici la même chose et je vais prendre mon datetime now ici, puisque c'est à partir de maintenant que je veux savoir les 30 derniers jours. Et ce datetime now, je vais le mettre lui aussi en timestamp sur ce format-là. Donc j'ai mes deux dates. J'ai ma date de départ, j'ai ma date donc de départ il y a 30 jours, ma date de fin qui est maintenant, donc exactement maintenant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais construire mes paramètres. Donc mes paramètres, donc on va l'appeler params comme ça, et mes paramètres en fait, ça va être un dico comme ça. Donc je vais mettre symbole et je vais lui dire symbole, ben c'est mon symbole. Donc BTC USD qu'on a mis un peu plus haut. Ensuite, mon intervalle, ici, ça va être également l'intervalle que j'ai décidé. Donc c'est un jour. Mon intervalle, ma variable intervalle là-haut. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais dire la start time, c'est comme ça que s'appelle le paramètre que je dois passer. Ça va être ma date de début, donc date start pour le coup. Et ensuite, ma end time, qui est également le nom du paramètre demandé par l'API, ça va être ma date end. Ça. Voilà. Ok, maintenant que j'ai tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon appel API. Mon appel API, eh ben, je vais le faire en récupérant quelque chose qui est au format JSON. Donc, je vais faire un JSON.loads. Et là, forcément, il ne connaît pas JSON. Donc, il faut que j'importe aussi import JSON. Et là, une fois que j'importe mon JSON, je vais mettre au format JSON. Donc, ce que je vais appeler, donc c'est ma request ici. Merci, voilà. Tac. Point get, parce que c'est un get que je fais. Et dedans, je vais mettre mon URL, mes paramètres, params égale params. Alors, peut-être que là, faudrait que je mette quelque chose. Voilà. On va éviter d'utiliser des noms qui sont dédiés au langage. Donc URL, param, parameters, ok. Et ça, pour que ce soit converti en JSON, il va falloir que je lui indique avant que c'est du texte. Donc c'est un texte. Et là, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le mettre dans une variable qui va s'appeler mon résultat, d'accord ? Donc un peu comme d'habitude, et je vais voir déjà si ça marche en printant mon résultat. Ok, je lance le bot, donc mon Python et le nom de mon fichier. Je lance ça, il fait l'appel API et il renvoie un message en me disant invalide symbole. Pourquoi ? Parce que le BTC USD, il aime pas. Parce que si on change le symbole, il aime toujours pas. C'est un truc qui est lié à ça. Non, c'est normal. BTC euro. Ok, donc là il répond pour l'euro, il ne répond pas pour l'USD. Pourquoi ? Parce qu'en fait la plateforme Binance ne répond pas avec de l'euro. Donc en fait de toute façon ça tombe très bien parce que moi je fais jamais les appels en BTC euro. Je les fais souvent en USDT.
parce que l'USDT, c'est un stablecoin qui me permet en fait de ne pas remettre mes bitcoins dans une monnaie. Parce que si tu remets tes bitcoins dans une monnaie, comme l'euro ou le dollar, ce qui se passe, c'est que la conversion, une fois que tu as cette monnaie, si tu as une plus-value, est soumise à taxe. Et moi, en fait, je laisse ça en général en monnaie, en crypto-monnaie. Et donc voilà. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, alors je vais le relancer avec l'USDT pour voir si ça marche. Ok, ça marche. Là, ce qu'on a, c'est qu'on a un tableau. On a un tableau, et ce tableau, en fait, il va nous donner des données, des intervalles, en fait. Et ça nous parle pas trop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une autre librairie. Cette librairie, elle va pouvoir nous permettre de mettre ça sous une forme un peu plus lisible. Je dis pas forcément exploitable, parce que ça peut être très intéressant d'exploiter des tableaux plutôt que autre chose, mais là en fait on va faire quelque chose qui est plutôt plus lisible pour nous. Donc, pour ça on va utiliser une librairie qui s'appelle Panda. Pour utiliser cette librairie, rien de plus simple, on va également l'importer. On va importer Panda et on va en général on importe Panda et on lui dit on l'importe comme PID. Donc en fait PID ça veut dire en fait que chaque fois que je vais taper PID, c'est toute la librairie Panda que je vais appeler. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais convertir mon JSON en quelque chose qui est plus lisible en faisant directement appel à cette librairie. Et pour faire ça, en fait, je vais faire un pd.dataframe. Et ici, si je suis bien sûr de la syntaxe, ça doit être ça. Donc si je relance, on va avoir quelque chose qui est plus lisible. Voilà, on va avoir quelque chose qui est plus lisible en sachant que ici, 29, 28, etc., c'est les derniers jours. Donc de 0 à 29, ok. Et là, ce qu'on va avoir, eh ben, c'est nos valeurs. Nos valeurs ici, elles n'ont pas sens. Ne font pas sens. Elles sont dans la doc. Et donc je t'invite à aller sur la doc de l'API Binance pour voir ce que veulent dire ces valeurs. Mais nous, on ne va pas se prendre la tête. On va donner à ce data frame des noms de colonnes. Comme ça, en fait, on va savoir à quoi correspondent les colonnes. Alors pour ça, je vais regarder le bout de code que j'ai à côté parce que les noms, tu te doutes bien que je ne les connais pas tous par cœur. Et on va donner donc à ce data frame ici. Alors on va faire ça comme ça. On va le mettre dans une variable qu'on va appeler data par exemple. On va mettre le data frame dedans. Et ce data frame, on va lui donner donc des colonnes. Data, point. Et on va lui donner des colonnes comme ça, en lui donnant le nom à quoi correspondent toutes les colonnes qu'on a ici. Alors, le premier nom, c'est le datetime, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être notre date sur laquelle, les derniers jours, puisqu'on est sur un volume de jours. Ensuite, le prix open, ensuite le prix high. Donc on est toujours sur ce que je disais par rapport aux bougies, hein. On a le prix d'ouverture, le prix le plus haut, on va avoir le prix bas, hop, donc low, on va avoir le prix en close, et ensuite on va avoir des informations sur le volume, donc le volume de transaction qui est fait à ce moment-là, l'heure de close, donc close time. Et ensuite, il y a des données que je ne vais pas te mentir, je ne sais pas trop à quoi elles correspondent et j'ai pas envie de te donner des fausses informations parce que moi, les informations que j'ai jusque-là me suffisent largement pour pouvoir faire mon petit bot. Donc, hop, numéro de trade, ici, taker base volume, c'est ça, t'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Hop. Et là, il me reste, donc, on va faire un petit copier-coller. On va donner ce nom-là, c'est le taker quote volume. Et le dernier, ignore. Ok, une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est que on va, maintenant qu'on a notre data là, on va réimprimer notre data frame, mais avec les noms de colonnes qui vont bien. Et là, hop, si je relance ça, on va avoir quelque chose qui est beaucoup plus, merci, exploitable. On a un datetime, bon,
on pourrait bien entendu le convertir. Le open, donc on a un montant open, on a high, low, close, volume, etc. Si on regarde bien, on est un peu sur la tendance. Ici, on est sur du BTC USDT. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur TradingView. Hop. On va prendre un TradingView ici. Hop. On va aller sur du BTC USDT. Et une fois qu'on est là, on va voir à peu près les prix. Sur les 30 derniers jours, donc ici on est aujourd'hui le 22 janvier. Si on repart jusqu'au à peu près 20-22 décembre, voilà, on était à peu près ici sur des prix, voilà, c'est facile, celui-là en plus, entre 48 000 à peu près. Là, le maximum, il est bien à peu près à 49. Voilà, sur les 49 000. Et aujourd'hui, on est sur du 35 000. On voit un peu les variations en passant par du 40 000. Si on regarde ce que nous a renvoyé notre bot, sans rentrer dans les détails forcément, on voit qu'il y a une cohérence. Il y a une cohérence jusqu'à ici 35 000. Donc on a, là c'est bien entendu, là c'est les prix d'ouverture. Et ce qui va nous intéresser en fait, puisqu'on a les 30 derniers jours, c'est de travailler sur les dates, les dernières dates qu'on reçoit. Ça va nous permettre en fait, avec toute cette rangée de dates, de placer nos indicateurs techniques sur nos données. Pour nos indicateurs techniques, on va faire un truc assez simple. On va importer une librairie qui s'appelle TA. Cette librairie, elle va nous permettre de faire... Alors, elle permet de faire pas mal de choses. Entre autres, elle nous permet de backtester, c'est-à-dire de tester notre stratégie sur des données passées. Bien entendu, les données passées ne sont pas garantes des données futures qu'on peut avoir, mais le fait de backtester, de tester sur des données passées, peut donner un indice de est-ce que notre algorithme est viable et est-ce qu'il nous aurait fait gagner par le passé. Donc, a fortiori, il pourrait nous faire gagner par le futur, parce qu'en fait, c'est un algo, donc il réfléchit pas, il prend des décisions purement rationnelles. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire sur notre data ici, c'est qu'on va lui placer on va lui passer des indicateurs. Les indicateurs dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc, le premier indicateur étant la moyenne mobile, on a dit cette moyenne mobile de 9, donc c'est la SMA 9. Tout ça, c'est de la syntaxe qui va suivre ici. Donc là, on est d'accord, on rajoute une colonne à notre data frame, mais la syntaxe que je vais mettre dedans, donc qui est celle que je suis en train de taper, là, ta.train, etc. Ça c'est une syntaxe qui est propre à la librairie TA. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment elle marche. Il y a une documentation, et puis voilà, c'est pas le but de faire une vidéo sur la documentation, juste sur comment est-ce qu'on va faire. Et on prend comme référence donc le prix de close ici à 9. Ok, donc on a la même chose ici, on va le faire sur la SMA 20. On va appeler la colonne donc SMA 20 et on va mettre ça sur du période 20. Et on va donc vérifier que nos deux colonnes ont bien été prises en compte. Et ce qu'on va voir, c'est que, hop, on a deux colonnes ici qui ont été rajoutées. On peut aussi enlever certaines colonnes si on veut enlever certaines colonnes qui ne nous intéressent pas sur notre data frame. Mais là, en fait, on va pas faire du nettoyage ou quoi. On fait un code un peu, pas forcément sale, mais un code rapide pour que ça marche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer les dernières données de la SMA 9 et de la SMA 20. Pour pouvoir récupérer ces dernières données-là, on va utiliser une petite fonction. Donc, on va faire des variables, last SMA 9 égale, et on va faire la même chose pour la moyenne mobile 20, ici. Et pour faire ça, on va prendre notre data et on va aller chercher la dernière ici. Donc, on va prendre ça, là, notre colonne, sur la 9, et on va aller chercher la dernière position. Donc, hop, c'est pas la bonne, hop, ici. Et on va faire exactement pour la 20 la même chose. Tac, et hop, 20.
Et là, comme on voit que nos données, tout ça, ça marche très bien, hein, on l'a bien affiché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste imprimer ici notre last SMA 9 et notre last SMA 20. Alors tu le vois, hein, c'est assez facile. Tout est... Alors je vais faire un petit clear pour que ce soit voilà, bien visible. On va relancer notre bot. Et on va avoir, au moment où on fait notre requête, nos deux valeurs. La valeur de la SMA 9 et la valeur de la SMA 20 sur la dernière période, donc puisqu'on est parti de il y a un mois jusqu'à aujourd'hui, la période sur laquelle on va avoir ces données-là, c'est la période de la requête. Donc en fait, on va avoir les bonnes valeurs et on va pouvoir vérifier régulièrement si ces valeurs se croisent ou pas. Comme tu l'as vu, comme c'est quelque chose qui n'est pas non plus agressif, si on a un souci de, par exemple, si on lance ça toutes les heures, c'est pas problématique. Parce que, en fait, à un moment où ça va se croiser, on n'est vraiment pas à la seconde près, pas à l'heure près, on est au jour près, et encore. C'est pas parce qu'on a une journée de retard sur une stratégie comme celle que j'ai mis en place que forcément ça va être impactant. Et donc ensuite, une fois qu'on a ça, il nous reste plus qu'à faire quelque chose de très simple. On va pas forcément le faire parce que c'est assez simple, c'est que on va mettre dans une variable est-ce qu'on est en achat ou en vente, et si il y a la SMA, donc je te remonte la stratégie ici pour que tu comprennes bien, si la SMA ici, qui est en vert, qui est la 20, est au-dessus et la 9 est en dessous, au moment où ça se passe, ça, ce qu'on fait, c'est que on revend et on garde, donc on va ici revendre nos bitcoins et garder de l'USDT. Parce que justement, en fait, l'USDT, c'est une valeur stable, donc qui est indexée sur le dollar, et elle n'est pas en train de baisser. Par contre, le Bitcoin, lui, est en train de baisser. Et dès que ça va remonter, en fait, dès qu'on va avoir quelque chose qui remonte, donc dès qu'une variable mobile va passer au-dessus de l'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre. Et c'est au croisement qu'on va faire nos transactions. Alors là, par exemple, tu vois, sur les deux transactions qu'on a ici, on peut être perdant parce qu'on va perdre le spread ici, on va perdre la taxe. Mais, comme tu le vois, en général, cette stratégie marche très bien sur des longues périodes de temps. Donc après, à toi de, si tu veux améliorer ton code, ajouter certaines choses au niveau du temps. Mais tout simplement, une fois que tu as stocké dans une variable, si tu es en achat ou en vente et que tu changes cette variable, eh ben, tu n'as plus qu'à faire un appel à l'API de Binance avec tes identifiants. Bien sûr, il faut t'enregistrer sur Binance. Et une fois que tu fais ton appel avec tes identifiants, tu peux mettre un achat ou une vente sur ton compte, et ça en fait ça peut être automatisé avec un appel toutes les heures, et ça peut être donc pendant que tu dors, tu peux passer des ordres sur le marché du Bitcoin. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, que ça a été instructif, que j'espère que vous n'allez pas tous mettre tout votre argent sur le Bitcoin, c'est vraiment pas le but de la vidéo, c'est juste de montrer un peu comment ça se passe et comment on fait des bots dans le monde un peu de la crypto-monnaie, mais également parce que ça peut aussi être fait dans le monde du trading sur action ou sur Forex. Et c'est vraiment quelque chose qui devient de plus en plus accessible. Avant, c'était très compliqué, fallait apprendre des nouveaux langages, etc. Là, comme vous le voyez, je l'ai fait en Python et ça marche relativement bien pour des stratégies de ce type, et la crypto se prête pas mal puisque c'est assez technique, aux bots. Et donc voilà, ça reste quand même un sujet d'étude assez intéressant, c'est pour ça que je l'ai fait, et ce n'est aucunement, mais vraiment aucunement, une incitation ou pas à aller sur les marchés financiers. C'est pas du tout mon métier que de vous inciter à faire ça ou de vous donner des conseils financiers. C'est pas mon métier, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire non plus. Et voilà, c'était vraiment une vidéo à but éducatif. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre ça dans les commentaires, à me mettre un pouce, et n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, ça lui donne de la visibilité. Vous êtes de plus en plus et ça fait vraiment plaisir, je vous en remercie. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.